action. Michel, bonjour. Bonjour. Vous venez de présenter les derniers résultats du baromètre LPI Se Loger pour 2018. Oui. Alors avant tout, qu'est-ce qu'il a de particulier ce baromètre? En quoi ces chiffres sont si intéressants? Souvenons-nous, l'objectif de LPI, de l'observatoire LPI, ensuite du baromètre LPI Se Loger. Il y a une dizaine d'années, les partenaires d'aujourd'hui ont exprimé l'idée de disposer d'un observatoire qui leur permette de prendre des décisions. C'est important. On pense à des agents immobiliers qui ont besoin de savoir comment un marché évolue sur leur territoire d'action et qui, à partir de là, souhaitent se fonder sur autre chose que des informations d'il y a 6 mois ou il y a 8 mois, ou sur des informations de nature commerciale. Et donc, c'est une chose. Et puis, il y a aussi dans LPI 5 groupes bancaires. Pourquoi est-ce que les groupes bancaires sont intéressés par cela? Parce qu'un établissement bancaire qui octroie un prêt, finalement, il engage ses fonds propres. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à minimiser le risque. Quel risque? Eh bien, le risque de non-remboursement. Il cherche à éviter de s'introduire sur des territoires qui sont des territoires où finalement les risques de défaut des emprunteurs sont élevés parce qu'il y a une crise économique ou quoi que ce soit. Et tout ça, on le voit bien. Et l'objectif qui est derrière la construction de l'Observatoire LPI, c'était permettre à ses partenaires de disposer d'une information fraîche, puis une information très détaillée. Très détaillée. Vous dites fraîche, vous avez en ligne dans le fraîche, c'est-à-dire qu'il y a 15 jours, fraîche qui a 15 jours ou 3 semaines au maximum. C'est ça la fraîcheur, c'est ça la fraîcheur de l'information. Et puis une information très détaillée. Détaillée d'abord sur la nature des distinctions qui peuvent être faites. On distingue bien l'accession à la propriété de l'investissement locatif, le neuf de l'ancien. Bien sûr, c'est évident. Et puis on suit le prix lors de la prise de mandat. Et on connaît le prix lors de la signature du compromis. On est donc capable de voir comment le marché finalement a évolué et évolue. On est en capacité de voir aussi ce que sont les différences entre les territoires. LPI est déployé sur l'ensemble du territoire. Il est déployé sur l'ensemble du territoire, sur des départements comme la Creuse, qui font moins de 1% du marché national. La Creuse, c'est tout de même un territoire de la République, autant que Paris, que tout le monde regarde, ou que Bordeaux. Donc, il est clair que LPI est déployé sur l'ensemble du territoire, avec une particularité. Lorsqu'on analyse le marché d'un département, on le fait en cohérence avec ce qui se passe sur sa région et sur la nation. Il y a une imbrication statistique complète, intégrale, entre la nation, les régions et les départements. Donc une vue globale et complète. Et comme en outre, on couvre 54% du marché du neuf et de l'ancien, plus de 540 000, 550 000 biens par an, qui sont des compromis signés. Ce ne sont pas des promesses de vente, ce n'est pas des affaires qui sont sur les devantures des agences. C'est véritablement le marché tel qu'il s'est réalisé à un moment donné, 54% du marché. Pour 2019, nous avons de nouveaux partenaires qui vont arriver, qui permettront d'analyser de manière plus fine encore. Nous irons au-delà des 81 villes de plus de 60 000 habitants sur la liste de laquelle on communique avec le baromètre LPI Se Loger. Nous descendrons sur 50 000 habitants ou 40 000 habitants, donc nous descendrons sur 150 villes à l'horizon d'1 an ou 2 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Quelle est votre photographie immobilière? Stop. Ils veulent passer? D'accord, donc on recommence. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018, Michel?
2018, c'est une année charnière, c'est clair. Et une année charnière pour beaucoup de raisons, on l'a vu. Tout d'abord, des ménages qui sont des ménages qui ont peut-être perdu des illusions ou ont montré la montée de leurs angoisses, de leur pessimisme face à un pouvoir d'achat qui restait en berne une grande partie de l'année, un chômage qui finalement n'a pas fléchi. Et toutes les enquêtes qui sont faites auprès des ménages, que ce soit par l'INSEE ou par les grands instituts de sondage, arrivent à la même conclusion. Le moral des ménages est descendu bas, très bas. Il a perdu le bénéfice de l'amélioration dont il avait bénéficié entre 2014 et l'été 2017. Est-ce que vous avez intégré l'effet gilet jaune dans cette analyse ou pas encore? C'est intégré, mais attention, beaucoup de choses se disent. Attendons de toute façon, parce que quand on regarde ce qui se passe du côté des Gilets jaunes, de leur présence territoriale, nous croisons cela avec des territoires délaissés par la République. Et donc il est clair que notre analyse, je ne donne pas de nom de département, mais notre analyse intègre tous les territoires, que ce soit les territoires des métropoles favorisées par les pouvoirs publics depuis un certain nombre d'années, et plus récemment encore depuis 2017, ou que ce soit des territoires qui sont des territoires qui ont été progressivement abandonnés, délaissés. On parle des territoires ruraux. Ces territoires ruraux sont en LPI. Donc à partir de là, cela est intégré. Donc en 2018, nous avons bien vu que le moral des ménages se dégradait. Et malgré tout, les chiffres, l'activité s'est maintenue et les prix ont continué à augmenter. Le deuxième élément, en revanche, qui est venu un peu amortir la conséquence qu'on aurait pu attendre de cela, ça a été l'amélioration des conditions de crédit. Pas les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, ça ne veut pas dire grand-chose, même si c'est un élément de communication commerciale important. En revanche, les conditions d'octroi, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'apport personnel qui est exigé par un établissement de crédit. Je prends un exemple, si nous avions aujourd'hui même des taux d'intérêt à 1%, mais des taux d'apport personnel exigés de 30% comme dans la première moitié des années 80, nous serions sur des différences de niveau d'activité qui ne concerneraient pas quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'opérations, mais quelques centaines de milliers d'opérations. Donc voyons bien que cela est essentiel et précisément ce qui a caractérisé l'année 2018, c'est l'amélioration des conditions d'octroi des prêts. Et cette amélioration des conditions d'octroi des prêts a évité une chute encore plus forte de l'activité des marchés. Mais cette chute d'activité, elle est là. On peut faire comme si elle allait venir un jour futur, que sais-je. Mais elle est là. Et tous les segments de marché le confirment. Au niveau des compromis, nous disons une baisse du nombre de compromis de 5,8% au cours de l'année. Nous pensions que la chute serait plus forte, mais l'amélioration des conditions d'octroi des prêts a permis d'éviter, d'amortir la chute. C'est les ventes de maisons individuelles, moins 15% sur l'année. Donc on ne pourra pas laisser croire que d'un côté, il y a ce qui se passe sur le neuf qui est épouvantable et de l'autre côté, sur l'ancien où tout va bien. Et puis, enfin, regardons du côté de la promotion immobilière. Nous sommes sur un recul des ventes sur l'année qui sera de l'ordre de 7 à 8%. Donc tous les marchés ont reculé. Et même le marché des crédits a lui aussi reculé. Et c'est important parce que on sait que 87% des achats de logements anciens réalisés par des ménages se font à crédit et 90-91% des achats ou des constructions de logements neufs se font à crédit. Donc il est clair que si il se passe quelque chose du côté du marché des crédits, on a peine à croire que ça ne se voit pas ailleurs. Comment vous voyez l'année 2019? Alors l'année 2019, il y a une incertitude. Pas en termes économiques, soyons clairs, je crois que tous les instituts de conjoncture sont d'accord là-dessus. La croissance sera plus faible en 2019 qu'elle l'a été en 2018. Sur quel... Tous les instituts de conjoncture sont sur une croissance de 1,5%. Et au niveau de l'inflation,
Au niveau de l'inflation, ralentissement de l'inflation, les instituts de conjoncture sont sur une hausse des prix à la consommation de 1,6-1,7 points. Rappelons qu'en 2018, l'inflation a été de 2,1%. Hein, c'est la statistique INSEE, y compris tabac, pour l'ensemble des ménages sur l'espace métropolitain. Et c'est l'indice harmonisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'immobilier ? Donc, attendez, nous savons qu'une croissance sera moins forte. Ce n'est pas du côté des conditions de crédit, des taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt va être très mesurée, très modérée. Et là, pareil, si vous deviez vous donner un pronostic ? Nous finissons l'année sur un taux qui est inférieur à 1,45%. Nous serons à la fin de l'année prochaine à 25 points de base. À la fin de l'année prochaine, en décembre, 25 points de base, 30 points de base de plus. Là, on est fin 2019. Fin 2019. Oui. Oh. Fin 2019, nous serons sur un 65, un 70 peut-être. D'accord ? Mais ce n'est pas ça qui va provoquer un gros choc sur la solvabilité de la demande. L'incertitude. Ce n'est pas non plus du côté des soutiens publics. Il y en a plus. Soyons clairs, ce n'est pas des produits qui viennent saupoudrer tel segment de marché et qui sont susceptibles de créer des niches, mais pas de soutenir, de relancer l'activité. Je pense aux dispositifs de soutien public qui existent encore, hein, ou qui arrivent, ou qui vont arriver. Mais l'incertitude, elle est du côté des conditions d'octroi des prêts. Est-ce que les établissements de crédit vont maintenir des facilités d'accès au crédit aussi exceptionnelles que celles que l'on a connues en 2018 ? Voilà, c'est là est l'incertitude. Quoi qu'il arrive, nous sommes sur un ralentissement de la hausse des prix. Le ralentissement, indépendamment de la façon dont les conditions d'octroi vont évoluer, le ralentissement va se traduire par une hausse des prix dans l'ancien qui sera comprise entre 2 et